Mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être sur notre chaîne et bienvenue dans Afrique Midi. Voici les principaux titres. Plus de peur que de mal au Niger après l'attaque d'une gendarmerie à Niamey. Un commando a fait irruption dans un camp en tirant de nombreux coups de feu avant de prendre la fuite. Il n'y a pas eu de blessés et le calme est revenu dans la capitale nigérienne. En Égypte, depuis plusieurs jours, des intellectuels et des hommes de culture manifestent au Caire devant le ministère de la Culture. Ils dénoncent l'islamisation du secteur et réclament la démission du ministre. Retour au calme au Niger, 2 jours après l'attaque d'une gendarmerie à Niamey. Les auteurs sont toujours recherchés. Des tirs nourris ont éclaté mardi soir dans un camp de la gendarmerie de la capitale. Les hommes armés ont ensuite pris la fuite. Selon les autorités, il n'y a pas de blessés. La circulation est rétablie sur la grande voie qui longe le camp de la gendarmerie dans le nord de Niamey. À Goïrategui, le village voisin du site militaire attaqué mardi soir, la vie semble avoir repris son cours, mais les habitants sont encore sous le choc. On était devant ma porte, en face de la gendarmerie, on a entendu des coups de feu. Comme on n'a jamais entendu des coups de feu pareils, automatiquement on est rentré à l'intérieur. Quelques minutes après, on entendait ça augmente. C'est un commando non identifié qui a mené l'attaque, repoussé par des gendarmes. Pas de morts ni de blessés, juste quelques dégâts matériels. Ce taxi a été endommagé par les tirs. L'attaque de mardi soir intervient 10 jours après l'évasion d'une vingtaine de détenus de la prison de Niamey. Une évasion facilitée d'après les autorités nigériennes par des terroristes. De passage à Paris, le président guinéen a répondu aux interrogations de la presse alors que s'est achevé dimanche à Conakry un dialogue d'une semaine qui a permis d'arriver à un compromis entre le gouvernement guinéen et l'opposition. Écoutons le président Alpha Condé qui s'exprime sur la tenue des législatives dans son pays. Les élections ne dépendent pas de moi, ça dépend de la CENI. C'est la CENI et les experts qui décideront qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je ne fais que appliquer la décision que la CENI prendra, parce que c'est la CENI et les experts qui sont maîtres du jeu, ce n'est pas le président. Et bien sûr, il faut que la Cour suprême autorise, puisque le délai de dépôt des candidatures est dépassé, il faut que la CENI demande à la Cour suprême exceptionnellement d'autoriser le dépôt des candidatures, et la CENI et les experts verront quel est le chronogramme qu'ils doivent faire. Moi, je ne me mêle pas, je me contente de prendre le décret lorsqu'ils seront tous d'accord. Troisième session du dialogue politique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Le bilan sur la situation sociopolitique a été fait pour permettre aux partenaires du pays de constater les progrès effectués en matière de sécurité, de justice ou encore de l'environnement des affaires. Forum de discussion entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire pour constater les avancées politiques. L'un des objectifs fondamentaux de ce dialogue politique est d'inviter les décideurs à une meilleure prise de conscience au plan national et régional. Pour le chef de délégation de l'Union européenne, plusieurs questions d'intérêt commun ont été évoquées. Parmi ces questions, le volet sécuritaire figure en bonne place. Le maintien de l'ordre dans ce pays revienne aux forces de police ou de gendarmerie dans les zones rurales et pas à l'armée, dont ce n'est pas le rôle. Donc il faut aussi qu'on voit un peu plus comment les perspectives vont se concrétiser pour que la montée en puissance du rôle des commissariats de police et des gendarmeries permette le retrait des FRCI des tâches de maintien de l'ordre, qui ne sont pas des tâches normales pour une armée dans un pays. La prévention, la résolution des conflits, la bonne gouvernance et une justice impartiale constituent également des centres d'intérêt pour ce dialogue politique. Les jugements doivent se tenir dans un délai raisonnable. C'est question de respecter les droits de l'homme fondamentaux. Donc il y a là aussi des sujets sur lesquels nous souhaitons et nous avons un dialogue politique avec la Côte d'Ivoire. Encore une fois, tout en sachant que ce sont des sujets compliqués. Dans le cadre de la 3e session du dialogue politique, plusieurs rencontres sont prévues pour un approfondissement du partenariat Union européenne-Côte d'Ivoire pour l'émergence.
Le monde artistique et culturel égyptien est en colère. Des opposants et des partisans de Mohamed Morsi ainsi que des frères musulmans manifestent devant le ministère de la Culture depuis plus d'une semaine. Les Antilles, eux, dénoncent l'islamisation de la culture et réclament la démission du ministre nommé récemment. Une élégante bâtisse dans les rues du Caire, prise d'assaut par des intellectuels et des artistes. Écrivains, musiciens, cinéastes, depuis 8 jours, ils se relaient devant le ministère de la Culture pour réclamer la démission du ministre Alaa Abdelaziz. Le mois dernier, la nomination de ce ministre, un ancien monteur proche des frères musulmans, inconnu des milieux artistiques, avait provoqué une levée de boucliers. La grogne s'est envenimée avec le limogeage de plusieurs hauts responsables des arts et de la culture sous prétexte de lutte anticorruption, parmi eux la directrice de l'Opéra du Caire. Dans les milieux artistiques, on dénonce l'emprise des frères musulmans sur la culture. À peine nommé, il a amené le calendrier des frères musulmans. Il a besoin de couper des têtes pour les remplacer par du sang neuf. Des nouveaux qui vont immédiatement appliquer le programme des frères musulmans et s'empresser de détruire la culture égyptienne. Dans le camp d'en face, celui des défenseurs du ministre, les slogans rappellent que les racines de la culture sont dans l'islam. Ils dénoncent une mainmise des laïcs sur la culture qui, selon les islamistes, n'a que trop duré. Vous êtes les anciens gardiens de la bergerie. Maintenant, c'est le peuple qui ouvre la voie. Alaa Abdelaziz est arrivé après une longue période de corruption au ministère de la Culture sous Farouk Hosni. Du temps de Farouk Hosni, le peuple égyptien a été privé de sa culture. Il a détruit la vie culturelle des Égyptiens ordinaires. Fini la danse contemporaine. L'opéra est en grève. Limogés, les responsables des archives nationales, désormais à la merci des frères musulmans. Les milieux intellectuels dénoncent une frérisation insupportable et rappellent qu'islamisme et culture ne font pas bon ménage. Parlons de la condamnation des Femen hier en Tunisie. Les 3 militantes européennes viennent d'écoper de 4 mois de prison ferme. Elles ont été jugées coupables d'atteinte aux bonnes mœurs et à la pudeur. Et pour rappel, elles ont été arrêtées le mois dernier alors qu'elles manifestaient seins nus leur soutien à Amina, une Femen tunisienne emprisonnée. Écoutons un de leurs avocats qui compte faire appel de ce verdict. Nous demandons à la Cour de suivre les 56 clauses du Code criminel, d'échanger ou d'alléger le verdict à une sanction financière ou à une peine de prison avec sursis. Direction le Sénégal, les députés ont rencontré les hommes de médias hier. L'objectif était d'échanger sur le nouveau code de la presse, une étape importante dans le processus d'adoption de ce texte, pour expliquer aux parlementaires les tenants et les aboutissants de ce document. Adoption du nouveau code de la presse, les représentants des médias n'en demandent pas moins aux parlementaires. C'est pour eux la solution à l'immense porosité des portes d'entrée dans le journalisme et l'inexistence d'autres garde-fous. Chez les uns et les autres, son entrée en vigueur pourrait sonner le glas de la supposée anarchie que connaît le milieu de la presse. Nous avons l'une des professions les plus perméables dans ce pays. Tout le monde est journaliste. Cela ne nous fait pas plaisir. Pour nous qui avons opté de faire des études supérieures pour pratiquer ce métier. Il n'y a que dans ce métier que l'on trouve des gens qui n'ont pas de diplôme et qui aujourd'hui prétendent être journalistes. Vous allez dans un hôpital, pour être infirmier, il faut suivre une formation. Pour être aide-soignant, il faut suivre une formation. Chirurgien, etc., on n'en parle même pas. Les députés ont souhaité entendre les différents acteurs pour en avoir davantage le cœur net, comme on dit. L'élaboration du code est sous-tendue par la volonté de réglementer le secteur. Ne sera plus jamais journaliste qui veut, dans un pays où chacun peut se prévaloir de ce titre. Ce ne sera très probablement pas comme dans le meilleur des mondes. Des choses vont tout de même changer. C'est qu'on parle d'un secteur. Et pour parler d'un secteur, il faut le connaître. Il faut connaître qui est dans ce secteur-là, qui est le professionnel, dans quel environnement il évolue, dans quel cadre est-ce qu'il évolue, son instrument d'intervention. C'est ce qu'on a appelé l'entreprise de presse dans ce code. Ce nouveau code, quoi qu'on puisse en dire, c'est mon sentiment, est un code consolidant de l'État démocratique du Sénégal. C'est nous qui devons le voter. Et avant de le voter, nous avons une obligation de comprendre.
Le code même voté ne pourra pas être appliqué immédiatement pour le comité scientifique. Beaucoup de questions nécessitent des décrets d'application. Comment mieux gérer nos déchets? La question est d'actualité dans la plupart des villes du continent. En Côte d'Ivoire, le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine dispose de la moitié des ressources nécessaires à la résolution de ce problème. Le ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable est actuellement en séminaire à Grand-Bassam et réfléchit à la stratégie à adopter pour efficacement faire face à ce problème. Les ordures pourront-elles un jour quitter les rues d'Abidjan? La question mérite d'être posée au regard des dépotoirs constatés ça et là dans le district d'Abidjan. Comme ici au marché Jean Folly dans la commune de Port-Boué, malgré les immondices, les transactions commerciales se passent en toute quiétude. Personne ici ne se soucie des odeurs et des dangers qu'ils représentent. Ça nous dérange, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne sait pas où on va partir. C'est déjà là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Le marché est très sale. Et la nourriture, tout ça là, en tout cas, ça ne donne pas la santé. Parce qu'à nos jours, à l'hôpital, là, les maladies sont remplies. On ne sait pas où les maladies quittent. Autre lieu, même constat, Makori Grand Marché. Ici encore, les ordures pullulent dans les rues. Automobilistes et piétons circulent dans l'indifférence totale. Mais qu'est-ce qui explique cette présence quasi permanente des ordures dans les rues d'Abidjan, malgré l'existence de structures en charge de la gestion des déchets? C'est tout le sens de ce séminaire initié par le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine. Notre capacité de financement est aujourd'hui à 15 milliards au niveau du Fonds de financement des programmes de salubrité. Nous avons besoin du double pour pouvoir répondre aux attentes de la population. C'est pour ça que nous invitons tous les acteurs impliqués dans le processus de recouvrement et de mise à disposition des fonds alloués à la filière des déchets. Le ministre de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable souligne que des actions sont menées par l'État pour résoudre la question de l'insalubrité. Le FFPSU nous permet de financer à peine 15 milliards. Les 15 autres, il faut les trouver au niveau du budget de l'État. Il faut donc que nous puissions faire preuve d'imagination. Le Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine tire ses ressources de la quote-part des contributions foncières, des taxes sur l'enlèvement des ordures ménagères, de la taxe spéciale sur les sachets et sacs en matière plastique, des subventions de l'État, de la taxe de la salubrité et de protection de l'environnement. Hier, nous vous parlions de la promotion de la consommation des produits locaux au Cameroun. Et comme pour l'alimentation, le secteur de l'habillement est boudé au profit des vêtements importés qui coûtent beaucoup moins cher ou qui sont de bien meilleure qualité. Se couvrir le corps à 100 francs. Du vrai, venez me tromper, car nul ne peut battre la friperie dans le rapport qualité-prix à cause du pouvoir d'achat. Or, ces vêtements de seconde zone sont d'origine étrangère. Par conséquent, il y a fuite de capitaux. La cotonnière industrielle du Cameroun évite de blesser son principal fournisseur au moment d'indiquer son accès réel à une production de coton national plutôt portée vers un marché mondial bon payeur. Les jours de gloire SICAM restent le 8 mars et le 1er mai. Même l'uniforme scolaire, autrefois fleuron de la consommation nationale du textile, lui échappe désormais. Ces gens qui font cette contrebande, nous ne pouvons pas jouer sur le prix avec eux. Nous sommes une société. Par ailleurs, les demandeurs du tissu scolaire regrettent des approvisionnements tendus ou impossibles à cause de la pression en provenance des autres pays de la sous-région. Non seulement leur production est faible et la qualité du tissu s'est dégradée au fil des années. Cependant, le pain dit supérieur provient souvent d'ailleurs. Au moins, il est africain et trouve sa place dans le septentrion. En plus, consommer camerounais ne se limite pas à s'encombrer d'un pain. Plusieurs hôtels au Nigeria et surtout en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale sont approvisionnés par nous pour ce qui concerne les serviettes, la literie. L'habillement Petite Europe s'aggrave par une administration vraiment anti-consommé camerounais. Le pain n'habille pas les hauts responsables. Les usagers se font éconduire des ministères sérieux pour défaut de vestes et cravates. Enfin vient la malédiction du complexe culturel. Se vêtir, c'est s'habiller à l'occidental. Les cadres dynamiques vénèrent Paco Rabanne, Giorgio Armani et autres. Au rabais, la griffe à Tangana, Kamga, Adama, honteuse à assumer par les compatriotes, est un tissu de mensonges. Voilà, merci d'avoir suivi Afrique Midi, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain à partir de 12h, mais ne manquez pas tout à l'heure à partir de 19h45 Afrique Soir. En attendant, bonne suite de programmes sur notre chaîne.